Depuis quelques mois, il y a un groupe de rebelles qui fait beaucoup parler de lui en France, et je fais pas référence aux Gilets jaunes, mais à une autre organisation dont la couleur fétiche est plutôt le vert, parce que leur objectif c'est de sauver la planète de la catastrophe écologique qui approche. Ce mouvement s'appelle Extinction Rébellion, et ce qui est intéressant c'est qu'il est assez jeune, il a moins d'un an, mais il a déjà réussi à rassembler des milliers de membres et à beaucoup faire parler de lui dans les médias. Alors, dans cette vidéo, on va voir quelle est la stratégie d'Extinction Rébellion pour sauver notre planète et en quoi cette organisation est différente des mouvements écologistes traditionnels. Et puis, comme d'habitude, ça sera l'occasion d'apprendre un peu de vocabulaire et quelques expressions utiles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire que j'ai interviewé une membre d'Extinction Rébellion et cette interview est disponible en format podcast sur mon site. Donc ça peut être une bonne idée d'aller l'écouter après cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner à comprendre une conversation entre Français, à habituer votre oreille. Donc c'est un peu plus difficile que quand c'est moi qui parle tout seul, mais je pense que c'est vraiment un bon exercice. Extinction Rébellion, c'est un mouvement qui est né au Royaume-Uni en 2018. Donc à l'origine c'est Extinction Rebellion, mais en français on le prononce à la française parce que c'est les mêmes mots. Parfois les membres l'appellent aussi XR parce que ça va plus vite. Donc voilà, on peut dire Extinction Rébellion ou XR. Leur logo, c'est ça, un sablier à l'intérieur d'un cercle. Un sablier, vous savez, c'est un objet qu'on utilisait avant pour mesurer le temps, et le cercle symbolise notre planète. Donc en fait, ce logo montre qu'il y a une urgence pour sauver la planète de la catastrophe climatique qui approche. Et ça, c'est vraiment la raison d'être d'Extinction Rébellion. Extinction Rébellion a 4 revendications très claires sur lesquelles ils communiquent. On peut les retrouver par exemple sur leur site internet. Ah oui, une revendication, c'est une forme d'exigence quand on demande quelque chose, mais qu'on le demande vraiment avec insistance. Ça, c'est une revendication. Donc maintenant, on va voir justement quelles sont les 4 revendications d'XR. La première revendication, c'est la reconnaissance de la gravité et de l'urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet. Donc cette première revendication, elle est assez claire. Ils veulent que les dirigeants, les gouvernements, les politiciens communiquent de façon transparente avec leurs citoyens, que les gens soient bien informés sur les problèmes climatiques et tous les défis qu'on a à relever si on veut éviter cette catastrophe climatique. La deuxième revendication, c'est la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025 grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée. Les gaz à effet de serre, c'est tout simplement les gaz qui font qu'il fait de plus en plus chaud sur Terre, que la température ne cesse d'augmenter. Et l'exemple classique de ça, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. La neutralité carbone, ça veut tout simplement dire qu'on doit trouver un équilibre entre les émissions de CO2 qui viennent des activités humaines, la production agricole, la production industrielle, les transports, etc., et l'absorption de CO2 qui est faite par les océans et les forêts. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on émet 4 fois plus de CO2 que la planète n'est capable d'en absorber. Donc cet objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2025, c'est assez ambitieux, parce qu'il faut savoir que dans les accords internationaux actuels qui ont été négociés, les accords de Paris, l'objectif c'est plutôt d'ici la moitié du 21e siècle. Donc c'est un peu plus large. Et si on veut atteindre cette neutralité carbone d'ici 2025, il va falloir faire des gros efforts. La troisième revendication, c'est l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres à l'origine d'une extinction massive du monde vivant. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs études scientifiques internationales qui montrent qu'on a déjà commencé la 6e extinction de masse, que les espèces vivantes disparaissent de plus en plus rapidement.
C'est pas la première fois que la planète Terre vit une extinction de masse, je vous ai dit que c'était la sixième, mais c'est la première qui est causée intégralement par l'activité humaine. Donc on est responsable de cette sixième extinction de masse et on doit changer notre mode de fonctionnement si on veut l'éviter. Et enfin, la quatrième et dernière revendication d'Extinction Rébellion, c'est la création d'une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs et garante d'une transition juste et équitable. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'IXR n'a pas vocation à prendre le pouvoir. Eux, ils veulent simplement alerter des problèmes et provoquer une réaction des pouvoirs publics. Mais ensuite, ce n'est pas eux qui vont imposer leurs solutions. Ils veulent que les citoyens se réunissent et participent à ces assemblées pour réfléchir et proposer des solutions tous ensemble. Alors, il faut savoir qu'Extinction Rébellion s'appuie sur les résultats et les conclusions des principales études scientifiques disponibles sur la question du réchauffement climatique, du changement climatique en général. Et grâce à ça, ils sont soutenus par une large communauté d'universitaires, de scientifiques, etc., qui ont notamment publié des tribunes dans différents journaux pour apporter leur soutien. Aujourd'hui, Extinction Rébellion a largement dépassé les frontières du Royaume-Uni. En fait, l'organisation est présente dans plus de 55 pays, et je pense que c'est notamment grâce à leur bonne communication et au soutien qu'ils ont de la communauté scientifique. Mais ce qui a surtout fait le succès d'Extinction Rébellion, c'est leur stratégie fondée sur la désobéissance civile. En fait, ils sont partis du constat que les mouvements et les partis écologistes qui existent depuis les années 70 n'ont pas vraiment réussi à avoir un impact significatif. Par exemple, depuis 1970, il y a une étude qui mesure le jour du dépassement, autrement dit le jour de l'année où on a déjà consommé toutes les ressources que la Terre est capable de produire en un an. Et depuis qu'on mesure cette date, elle arrive de plus en plus tôt dans l'année. Donc en 1970, ce jour c'était à la fin du mois de décembre, et cette année, le jour du dépassement est arrivé le 29 juillet. Ça veut dire que toutes les ressources qu'on a consommées entre le 29 juillet et la fin de cette année, ce sont des ressources qu'on a prises dans les stocks de la planète et qui ne vont pas pouvoir être renouvelées. Donc ce genre d'études, ça montre que malgré l'émergence de mouvements écologistes et de partis écologistes, on n'arrive pas à inverser la tendance, que le problème ne fait que s'aggraver. Donc maintenant, il y a vraiment urgence, il faut trouver une autre solution. C'est pour ça qu'Extinction Rébellion propose une stratégie un peu plus radicale que simplement organiser des manifestations. Extinction Rébellion propose d'organiser des actions de désobéissance civile. La désobéissance civile, ça consiste à refuser d'obéir à un pouvoir ou à une loi pour montrer qu'il est illégitime et pour remettre en question son autorité. La différence entre la désobéissance civile et les révoltes traditionnelles, c'est que la désobéissance civile est non violente. On ne s'oppose pas violemment au pouvoir, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'affrontement. On refuse simplement d'obéir à son autorité. Mais pour forcer ses opposants à obéir, eh bien, le pouvoir est obligé d'utiliser la force. Comme ça donne l'image d'un combat qui est déséquilibré, qui est injuste, et ça permet vraiment de montrer l'illégitimité de ce pouvoir. Comme ça, il y a de plus en plus de gens qui deviennent conscients du problème et qui ont envie de rejoindre ce groupe d'opposants parce qu'ils semblent être opprimés, ils semblent être victimes du pouvoir, et ça, c'est un sentiment qui est vraiment révoltant. Évidemment, XR, c'est pas eux qui ont inventé la désobéissance civile. On en trouve des exemples beaucoup plus anciens. Notamment parmi les plus célèbres, on a Gandhi en Inde ou Martin Luther King aux États-Unis. Mais on peut dire qu'Extinction Rébellion a remis à la mode ce mode de révolte, ce mode d'opposition,
Et ça a beaucoup attiré l'attention des médias. Par exemple, en France, le 28 juin dernier, il y a des manifestants XR qui ont décidé de bloquer le pont de Sully, un des principaux ponts parisiens. Ils se sont tout simplement assis sur le pont et ils ont organisé des activités pour bloquer la circulation. Et là, la police est arrivée et ils ont utilisé des gaz lacrymogènes directement sur les manifestants qui étaient assis pacifiquement. Et ça a vraiment permis d'attirer l'attention sur le mouvement Extinction Rébellion et de recruter de nouveaux membres. Grâce à cette stratégie de désobéissance civile et à une très bonne organisation, Extinction Rébellion est devenu un des groupes activistes les plus visibles du monde en moins d'un an, mais il a aussi attiré quelques critiques. Donc certaines critiques disent que les 4 revendications d'XR sont trop floues et qu'elles sont irréalistes, mais surtout certaines critiques leur reprochent de pénaliser davantage les citoyens que les dirigeants, que les politiciens. Par exemple, quand ils ont essayé de bloquer le métro à Londres, eh bien, ça a pénalisé les personnes qui prenaient le métro pour aller au travail. Et d'ailleurs, on voit sur les vidéos que ça a énervé pas mal de passagers. D'autant plus que le métro, c'est un des moyens de transport les plus écologiques du monde. Donc voilà, parfois il y a certaines choses qui peuvent sembler incohérentes, et ça c'est lié au fait qu'il n'y a pas de hiérarchie à l'intérieur d'XR, et que les membres peuvent décider d'organiser leurs actions de manière indépendante. Voilà, pour finir, je vous rappelle que si vous voulez en apprendre plus sur ce mouvement, il y a une très bonne interview sur mon site que vous pouvez écouter en format podcast avec la transcription. Et si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.